Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un séminaire que je suis avec Michael Yapko, qui est un grand psy qui a beaucoup été influencé par l'hypnose. En tout cas, il a à un moment complètement switché vers l'hypnose et c'est vraiment intéressant. C'est quelqu'un qui est une référence en hypnose au niveau mondial. Je me souviens, il y a des années, je l'avais découvert parce qu'il avait fait une variation de l'induction Hellman. Et donc là, 2 petits jours de séminaire pour repenser la dépression, l'anxiété et l'hypnothérapie. Ça va être peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Je tente de vous faire ça assez vite. Je vous lis plutôt les slides parce que globalement, c'était un cours qui était hyper théorique. En tout cas sur ce premier jour. Donc nous vivons dans une période très difficile qui est assez révélatrice de la nature humaine, y compris de nos forces et de nos faiblesses. Dans le cadre de cet atelier, nous allons examiner ce que les défis actuels nous apprennent sur la dépression et comorbidité fréquente. Alors, dans un premier temps, il montre ce que le Covid a créé, nous a appris. Sur la dépression, sur la facilité avec laquelle les gens peuvent prendre de mauvaises décisions, et il revient plus tard dessus, et c'est assez intéressant, cette notion qui fait qu'une mauvaise décision peut automatiquement entraîner une espèce de cycle infernal il se passe un truc négatif, mon circuit cognitif le vit mal, mon circuit émotionnel aussi, donc je suis de moins en moins bien, ce qui fait que j'ai un futur qui est de plus en plus sombre, donc je me projette dans des trucs pas cool, et le rapport de décision, et c'est intéressant parce qu'il l'a associé au stress et à l'anxiété, est quelque chose d'hyper important. Souvent, quand on va trop vite pour prendre des décisions, alors attention, là encore, faut pas ne pas prendre de décision, mais où on manque de données, on manque d'infos, et que notre décision est vraiment pourrie, on ne peut pas revenir dessus, ça peut, la succession, parce qu'on est stressé, parce qu'on se dépêche, parce qu'on est sous pression, peut entraîner de la dépression, en tout cas des états dépressifs dans un premier temps. Il est facile de rejeter l'objectivité. Bon, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais je trouve que déjà, commencer son cours avec cette notion-là était très intéressant. La pandémie mondiale a été une expérience sans précédent à grande échelle de la perception et du comportement humain. Une nouvelle recherche, une nouvelle cible et de nouveaux traitements. Alors, intéressant. Nouveau traitement bio pour la dépression, donc thérapie de résonance magnétique, la Keta, cryothérapie du corps entier, ça c'est intéressant. Les psychédéliques, il va y revenir dessus un petit peu. L'antibiotique largement utilisé qui s'appelle le minocycline. Bon, ça, pour nous, hypno, c'est pas forcément très important. Chose intéressante, l'Australie est le premier pays au monde à avoir légalisé les psychédéliques. Euh, c'est un peu dommage qu'aujourd'hui ce soit tabou et interdit en France, mais c'est parce qu'on a peur de dérive, hein. Parce que je pense que la thérapie avec les psychés, c'est vraiment quelque chose qui peut être très 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 positif. Et je parle vraiment suivi par un psy, quelqu'un qui s'y connaît bien, qui connaît vraiment la psyché humaine et toutes les doses et tout. Donc Australie actuellement bosse pas mal dessus, bien que certains essais cliniques utilisant les psychés aient donné des résultats prometteurs, les thérapies ne sont pas encore considérées comme prouvées, et même les personnes impliquées dans les essais cliniques australiens établis ont appelé à la prudence quant à l'accès au traitement et la manière dont c'est administré. Bon, c'est normal, hein, c'est en cours. Question, est-ce que c'est sans danger? Après examen approfondi, les auteurs ont conclu par cette déclaration l'utilisation thérapeutique des psychés est une voie passionnante et prometteuse qui fait l'objet de recherches continues et d'une littérature en évolution rapide. Une attitude optimiste et prudente est justifiée, mais l'efficacité et la sécurité doivent être démontrées. Vous savez que dans les années 70, ça a été vachement utilisé, vachement testé. Donc il y a déjà des feedbacks, mais c'est bien qu'ils reviennent dessus parce que ça a été mis un petit peu sur le côté. On a des chamans, on a des personnes qui sont passionnées par les plantes, l'iboga, l'ayahuasca, etc., qui parfois proposent des choses qui peuvent être très bien, hein, mais là encore, on ne sait pas trop leur niveau d'expertise, on ne sait pas plein de choses. Ça serait bien que ça soit structuré, que ça puisse aider des personnes, notamment dépressives, mais sur d'autres choses, ça peut être très très bien aussi. Quoi de neuf en psycho? Traitement expérimental, y compris les méthodes de focalisation telles que l'hypnose et la pleine conscience. Forte augmentation de la prévalence de la télésanté thérapie en ligne. Application numérique de la santé mentale ont gagné en popularité et en sophistication. La psychothérapie de la dépression peut-elle réduire les risques cardiovasculaires?
Bon, là, il y a des études. Les études telles que les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques sont les principales causes de décès dans le monde et représentent 32% des décès. Les personnes souffrant de dépression sont plus de 70% plus susceptibles de souffrir de maladies cardio. Une amélioration fiable de la dépression s'est traduite par une diminution de 12% des futures maladies cardiovasculaires. Donc, on revient beaucoup à la même chose. Hein. Le stress, le stress, le stress. Si vous méditez, si vous faites de l'auto-hypnose, si vous faites du yoga, si vous arrivez à gérer votre stress, hein, qu'importe le moyen, ça peut être en déchirant des journaux, ça vous fait plaisir, vous diminuez un paquet de facteurs problématiques. Sans dire que c'est tout, mais c'est un facteur tellement central dans l'ensemble des études que c'est important de le prendre en compte et de travailler dessus, si possible au quotidien. Nouvelle étude, aucun gène ne prédit la maladie mentale. Ça c'est intéressant parce qu'il y a eu très très souvent des personnes et des études qui ont dit ça peut être filial, ça peut se transmettre de génération en génération et beaucoup de personnes ont peur. Et d'ailleurs c'est un peu dommage parce que ça fait aussi, c'est un peu dommage, c'est bien de le savoir, mais parfois ça fait une suggestion et il y a des gamins ou des jeunes ou des jeunes adultes qui disent ah ouais mais comme ma mère, comme mon père, je vais devenir bipolaire, je vais avoir tel type de problématique, etc. Non, pour l'instant, 50 000 personnes n'a pas permis de trouver, donc c'est une étude, une assez grosse étude de l'université du College London, il y a des rapports génétiques. Des recherches antérieures confirment ce résultat. 12 études ont montré que les génétiques expliquent moins de 1%, ou tout au plus 2,28% des risques de divers diagnostics psychiatriques. Donc, cool, si votre famille, s'il y a du monde qui a eu ça, ça veut pas dire que vous l'aurez, et très très peu de chances que vous l'ayez. Par contre, vous focalisez pas nécessairement dessus, parce que automatiquement, on sait qu'on est capable de créer pas mal de choses. Une nouvelle étude convaincante réfute l'hypothèse d'une faible concentration de sérotonine dans la dépression. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, ça, c'est assez courant. Cette notion par rapport à la dépression et la sérotonine, en augmentant la sérotonine ça irait mieux, en fait pas du tout. Voilà, c'est une étude qui date du juillet 2022, donc c'est quand même assez récent. On montre que la théorie justifiant les millions d'ordonnances d'antidépresseurs délivrées chaque mois aux patients est tout simplement fausse. Chouette, hein. Tu prends des antidés pour avoir de la séro et en fait, ça ne sert pas forcément à grand chose. En tout cas, n'oubliez pas, c'est toujours une question d'étude. Là aujourd'hui, on est le 29/08/2023, peut-être dans 2 ans on va dire ouais mais non en fait c'est ça. Mais à ce jour-là, l'info est celle-ci. La recherche confirme que certains professionnels soupçonnent de plus en plus la théorie de déséquilibre chimique selon laquelle la dépression est due à un manque de sérotonine, une substance chimique n'a rien d'autre qu'un mythe. Bon, voilà, on va pas rester 2 heures dessus. 2 conclusions majeures des auteurs de l'étude. Il n'y a pas d'autre mécanisme pharmacologique accepté pour expliquer comment les antidépresseurs peuvent agir sur la dépression. Ces antidépresseurs exercent leurs effets comme des placebos ou en engourdissant les émotions, il n'est pas certain qu'ils fassent plus de bien que de mal. Bien que le fait de considérer la dépression comme un trouble biologique puisse sembler réduire la stigmatisation, la recherche a montré le contraire et également que les personnes qui pensent que leur dépression est due à un déséquilibre chimique sont plus pessimistes quant à leurs chances de guérison. Ça, je trouve que c'est super intéressant parce que moi, c'est un truc que je vais maintenant éviter de faire, mais assez souvent, je rappelais aux personnes, il y a quand même pas mal d'aspects chimiques. Alors, c'est bien que pour la dépression, vu que là il commence à montrer que c'est pas que ça, et voire même Yapko il a d'autres théories et il a écrit des bouquins dessus, ce qui ne veut pas dire qu'il a raison, mais en tout cas il partage sa théorie. Rappeler que c'est chimique, c'est peut-être un petit peu pour les personnes dépressives à se dire en fait c'est comme ça et c'est pas autrement et je peux pas y faire grand chose. Et sachant que le médicament qui est aussi chimique ne lui apporte pas du bien, il peut y avoir un lien de cause à faire. Donc je trouve que c'est un super recadrage, tout ça date de juillet 2022. Déséquilibre chimique non prouvé, la théorie mène à de pires résultats. Les résultats de l'étude qui portait sur un échantillon de 279 personnes participant à un programme intensif de santé comportementale aux US ont montré que l'adhésion à la théorie du déséquilibre chimique de la dépression était associée à de moins bonnes attentes et en matière de traitement une crédibilité perçue plus faible. En outre, les chercheurs ont constaté que la croyance en des causes biologiques de la dépression était prédictive d'une plus grande présence de symptômes dépressifs à la fin du traitement. Bon, c'est intéressant à savoir c'est des recadrages et parfois de l'hypnopédagogie ou de la psychopédagogie qu'il faut dès lors mettre de côté parce que c'est pas utile. Et c'est ça qui est intéressant, souvent on me dit mais pourquoi tu fais autant de formations ?
Parce que il y a des mises à jour et que nous, automatiquement, on se dit, ah bon, ok, peut-être que là j'ai fait des conneries, ou peut-être que c'était pas ok, même si globalement, si aujourd'hui je suis encore là, c'est que factuellement j'ai assez de partenaires en cabinet qui viennent et que ça fonctionne, mais c'est se dire, il faut faire au mieux pour que nos partenaires, il faut, le faux est moche, hein, mais on aime faire au mieux pour que nos partenaires puissent avancer le mieux possible. Donner une vision biomédicale de la dépression va à l'encontre du traitement. Bon, ok, là on continue sur la même chose. Suggérer qu'un médicament peut guérir la dépression, c'est passer à côté de l'essentiel. La dépression est davantage qu'un problème médical. Bon, il a écrit un bouquin qui s'appelle Est-ce que la dépression est contagieuse? La dépression et l'anxiété sont-elles liées à un processus ou liées à des événements? Alors ça c'est intéressant, parce que souvent on peut dire que les personnes deviennent dépressives après des PTSD, donc des stress post-traumatiques, etc. Et c'est pas forcément le cas. Il est désormais clairement établi que la plupart des personnes, pas toutes, la dépression et l'anxiété sont des phénomènes liés à un processus qui surviennent lorsque la personne est confrontée à des circonstances d'origine externe ou interne qu'elle n'est pas en mesure de gérer. Donc c'est intéressant, c'est le processus qui est important. Et c'est ce qu'on va créer. Et là encore, on est toujours dans ce dialogue interne. Et je reprends cette idée parce que pour moi, en ce moment, elle est vraiment marquante. C'est ID, donc Internal Dialogue, va créer ID Identity. Et je trouve que cette notion, elle est intéressante à prendre en compte. Ça va jouer énormément sur nos ressentis, nos perceptions, nos croyances, etc. Ok, ça c'est cool. Quelles sont les causes de la dépression et de l'anxiété? Alors, la façon dont vous répondez à cette question est le facteur déterminant le plus important. Si vous allez recommander un traitement, le type de traitement que vous recommanderez, comment vous ou d'autres clients réagirez probablement au traitement. Bon, là, ça ne nous regarde pas nous, parce que nous, on ne traite pas avec des médicaments. Nous, on est des disciplines complémentaires, n'oubliez pas. Là encore, c'est important que je le répète au milieu, mais soyez suivis par des spécialistes, par des médecins, etc. etc. Les hypnotistes sont des compléments. Et prenez-nous comme tels. Ça revient à ce que je vous explique en hypnose médicale. L'anxiété et la dépression sont-elles causées par la génétique des équipes chimiques, inflammation, etc., etc. Vous allez voir, il y a un truc qui est assez marrant. Au cours des 2 derniers mois seulement, des articles de journaux ont été publiés. Donc 2 derniers mois, on est en août, fin août 2023, suggérant que les facteurs étaient en cause. Écoutez ça, il y a des choses qui vont vous faire rire. Bon, privation matérielle, privation sociale, situation géo, victimisation de l'adolescence, traumatisme racial, normal, médias sociaux, normal, confusion de l'identité de genre, normal. Et là, on se rend compte que c'est de plus en plus mis en avant en psycho. Contraceptifs oraux, intéressant. Je ne sais pas si les femmes peuvent me faire un feedback là-dessus. Et là, écoutez bien, les chips, frites. Changement climatique, ce qui est logique, on sait qu'il y a de plus en plus de problématiques là-dessus. Les frites liées à la dépression, vraiment. Le résultat d'une étude menée en Chine auprès de 140 000 personnes et évaluée par des pairs suggère que la consommation de pommes frites est importante, plus la consommation est importante, plus le risque d'anxiété et de dépression est élevé. Bon, alors les gars, et les femmes bien sûr, vous savez quoi faire? Arrêtez de manger des pop chips. C'est fini, les frites is over. Non pas pour le poids, mais pour éviter des états dépressifs. Et ça a été quand même dit dans plein de civilisations depuis longtemps. Et même les nutritionnistes se disent, on sait très bien que ce qu'on mange, le gras et tout ça, ça peut mettre dans des états pourris. Moi, je sais qu'un des trucs qui m'avait fait remarquer ça, c'était quand j'avais une quinzaine d'années. Les bonbons Haribo, vous savez, plein de gélatine et tout, j'avais toujours l'impression qu'après, à l'entraînement, j'avais zéro énergie, zéro force et j'étais pas bien. Alors, il y a certainement plein de raisons chimiques, avec la hausse du sucre et tout. Mais, et ça me le fait qu'avec les bonbons gélatineux. La consommation fréquente de frites est associée à un risque d'anxiété plus élevé de 12% et à un risque de dépression plus élevé de 7%. Fuck. Il est attribué à l'acrylamide, une substance chimique créée au cours du processus de friture. Vous voyez, la friture, c'est vraiment un truc qu'il faut, si vous pouvez, le plus éviter possible. Si vous aimez, mais il faut limiter. Qui augmenterait la neuroinflammation. Les changements climatiques petits impliquer la santé mentale. Bon, là, il y a pas mal de choses, ce qui est le cas. Environnement et santé mentale. La discrimination récente des environnements sociaux défavorables a été fortement associée à un bien-être plus faible de la population et des niveaux de symptômes plus élevés. Bon,
ça c'est cohérent. Élément de preuve de la dépression est bien plus qu'un dérèglement bio. Donc il y en a un, il y a un dérèglement bio, on n'y parle, mais il y a bien plus génétique, épigénétique, neurosciences affectives, épidémiologie, psychologie individuelle, force sociale. Aucun médicament ne peut enseigner à votre client. En sortant comment transcender des histoires personnelles, comment construire un avenir réaliste, etc. etc. Les thérapeutes et les thérapies numériques peuvent... C'est intéressant d'entendre ce mot de plus en plus fréquemment, les thérapies numériques. C'est un élément aussi à prendre en compte. Aujourd'hui, on a des thérapies numériques. À développer des compétences clés dans des domaines afin de leur permettre de vivre efficacement ce que les médicaments seuls ne peuvent pas faire. Alors c'est intéressant parce que ça fait écho au cours que j'avais eu 2 jours avant, je vous ai fait le retour avec Patricia, où j'avais écrit un truc où ça commence à être quelque chose qui, pour moi, je me demande si c'est pas l'un des buts à porter. Alors, où est-ce que j'avais écrit ça ? Je me demande si tout ce que l'on fait n'a pas juste pour but de donner du confort. J'ai l'impression que la psychothérapie, l'hypnothérapie et tout, c'est... Il y a une notion de confort qui vient de plus en plus. Être bien sûr, cette notion est là, mais j'ai une notion de rendre confortable sa vie, qu'importe la période, ce qu'on a comme problématique, rendre plus de confort. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 16 minutes. Je vais continuer juste après. Là, on n'est que au jour 1. Ce soir, j'ai encore un deuxième cours. Mais vous voyez que c'est assez dense ce qu'il propose. J'espère que tout ça vous intéresse. J'ai, pour les personnes qui veulent éventuellement, vu que j'ai les slides, je pourrais vous donner les références s'il y a des articles qui vous semblent intéressants. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose ne prendrait que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.